Personne n'a oublié ce mathématicien haut en couleur, J.T. Maston, le bouillant secrétaire de cette fameuse association, le Gun Club, qui, il y a déjà plus de 20 ans, avait joué un rôle essentiel dans l'aventure du voyage vers la Lune. En ces années 1890, J.T. Maston vient tout juste de calculer les détails d'une opération encore plus extraordinaire. Une aventure dont la réalisation ne peut être effectuée que grâce à l'apport financier considérable de Mrs. Evangelina Scorbitt, une richissime veuve américaine éperdument amoureuse de J.T. Maston. Certes, J.T. Maston n'était pas beau, avec son avant-bras droit emmanché d'un crochet métallique. Il n'était pas jeune non plus, ayant alors 58 ans sonnés et carillonnés. Mais l'originalité de son caractère, la vivacité de son intelligence, le feu qui animait son regard, l'ardeur qu'il apportait en toute chose, en avaient fait un type d'homme idéal aux yeux de Mrs. Evangelina Scorbitt. Il faut préciser que cette femme avait du goût pour les mathématiciens. Elle les considérait comme des êtres d'une espèce particulière et supérieure. Songez donc! Des têtes où les X ballottent comme des noix dans un sac, des cerveaux qui se jouent avec les signes algébriques, des intelligences qui comprennent quelque chose à des formules de ce genre. Oui, ces savants lui paraissaient dignes de toutes les admirations et bienfaits pour qu'une femme se sentît attirée vers eux proportionnellement aux masses et en raison inverse du carré des distances. Et précisément, J.T. Maston était assez corpulent pour exercer sur elle une attraction irrésistible. On comprend mieux pourquoi, sur la demande de J.T. Maston, Mrs. Evangelina Scorbitt avait volontiers consenti à mettre quelques centaines de milliers de dollars dans l'incroyable affaire qui va suivre. Cette année-là, le gouvernement des États-Unis eut l'idée fort inattendue de proposer la vente aux enchères du pôle Nord et de ses régions environnantes. L'effet de cette annonce fut considérable et les journaux du monde entier se firent l'écho de cette extraordinaire proposition d'achat d'une région du monde où personne n'avait encore pu mettre le pied. Jules Verne fait ici une critique sur le pouvoir de certains États occidentaux de disposer de territoires qu'ils considèrent comme n'appartenant à personne. Car dans cette histoire, il y avait les véritables naturels de ces régions du pôle, avec les Samoyèdes de la Sibérie asiatique, les Esquimaux, les indigènes du Groenland, ou encore les Tchouktchis qui habitent l'ancienne Alaska russe. Mais comment ces pauvres gens auraient-ils payé lors de la vente aux enchères instituée par les Américains? En coquillages? En donne morse? Ou en huile de phoque? Pourtant, il leur appartenait un peu, par droit de premier occupant, ce domaine du pôle Nord. Mais des Esquimaux, des Tchouktchis, des Samoyèdes, on ne les consulta même pas. Ainsi va le monde, écrit Jules Verne grinçant. Jules Verne fait notamment ici référence à la conférence de Berlin qui s'était tenue en 1885, qui avait formulé un code spécial à l'usage des grandes puissances qui désirent s'approprier le bien d'autrui sous prétexte de colonisation ou d'ouverture de débouchés commerciaux. Il y avait bien aussi les Européens pour s'opposer à cette volonté d'hégémonie américaine. Et malgré une tentative d'alliance, les délégués européens n'arriveront pas à s'entendre et se retrouveront désunis face à la puissance économique américaine. Lors de cette vente aux enchères mémorable, les Américains, par l'intermédiaire d'une bien mystérieuse société privée, la North Polar Practical Association, réussissent à acheter les régions polaires désormais si convoitées. Mais quels étaient donc les capitalistes qui allaient peut-être mettre en branle des millions de dollars? Cela était de nature à piquer vivement la curiosité publique. Nul ne doutait alors
que J.T. Maston et Mrs. Evangelina Scorbitt fussent pour quelque chose dans l'affaire. Le lendemain de la vente, le voile se lève sur cette mystérieuse société privée américaine devenue propriétaire des régions polaires. Elle se révèle être constituée des membres du Gun Club sous la présidence d'Impey Barbicane et de son secrétaire J.T. Maston. En vérité, que venaient faire des artilleurs dans une opération de ce genre? On va le voir. Est-il bien nécessaire de présenter Impey Barbicane? Vous n'êtes pas sans vous rappeler que c'était en compagnie du capitaine Nicole et du français Michel Ardan que ce digne artilleur était parti pour la Lune dans les années 1860. Aujourd'hui, ces fabricants de canons sont toujours les mêmes, toujours aussi bruyants, aussi audacieux quand il s'agit de se lancer dans quelque aventure extraordinaire. Quelques jours plus tard, on apprend enfin leur projet. Il s'agit d'exploiter les réserves de houille du pôle boréal que certains savants soupçonnent alors d'exister sous les glaces du pôle. Des réserves de houille, cette source d'énergie de l'industrie moderne du 19e siècle. Mais comment y accéder? Personne n'a jamais mis le pied sur ces régions reculées du monde. Et alors, les caricaturistes de se donner libre carrière. Aux vitrines des principales librairies des grandes villes de l'Europe et de l'Amérique apparaissaient des dessins montrant le président Barbicane et J.T. Maston à la recherche des moyens les plus extravagants pour atteindre le pôle. Celle qui obtint le plus de succès montre les deux artilleurs en train de jouer aux échecs dans un estomac de baleine, profitant ainsi de ce mode de locomotion pour atteindre l'inaccessible pôle du globe. Enfin, lors d'une conférence donnée par Impey Barbicane lui-même, au cours de laquelle les délégués européens ont tenu à assister, afin de comprendre les tenants et les aboutissants de cette incroyable affaire, nous découvrons l'hallucinant projet des artilleurs du Gun Club. Un projet rendu possible grâce aux minutieux et complexes calculs réalisés par J.T. Maston. Quoi? Vous avez la prétention de redresser l'axe de la Terre? Oui, monsieur, répondit le président Barbicane. Ou plutôt, nous avons le moyen d'en créer un nouveau, sur lequel s'accomplira désormais la rotation diurne. Or, le déplacement que nous allons effectuer suffira pour que le pôle reçoive une quantité de chaleur permettant la fonte des glaces accumulées depuis des milliers de siècles. L'auditoire était haletant. Personne ne songeait à interrompre l'orateur, pas même à l'applaudir. Tous étaient subjugués par cette idée à la fois si ingénieuse et si simple, modifier l'axe sur lequel se meut le sphéroïde terrestre. Quant aux délégués européens, ils étaient simplement abasourdis, aplatis, annihilés, et ils restaient bouche close au dernier degré de l'ahurissement. Une observation vint naturellement à l'esprit et fut vivement commentée dans les journaux. Par quel effort mécanique se produira ce changement? Ne surviendrait-il pas des catastrophes effrayantes à la surface du globe au moment où le basculement de l'axe s'effectuerait grâce au procédé de Barbicane et de J.T. Maston? Un ingénieur polytechnicien français du nom d'Alcide Pierre II va jouer ici un rôle important. Il va se passionner pour cette affaire et tenter d'en comprendre les conséquences pour l'humanité. Progressivement, l'effroyable vérité se révèle. Les artilleurs du Gun Club sont en train de construire un canon gigantesque de 27 mètres de diamètre et de 600 mètres de long, avec pour projet de tirer un projectile de 180 000 tonnes. Grâce au calcul de J.T. Maston, il a été déterminé que le tir de ce canon allait provoquer un choc de recul au globe terrestre et ainsi faire changer l'inclinaison de l'axe de rotation de notre planète. Mais les conséquences de ce tir, s'il doit être fait,
risque d'être effroyable pour de nombreuses populations du globe. Raz-de-marée, inondations, déluges, tremblements de terre, ce sont des régions entières de notre planète qui risquent de se trouver dévastées. L'épouvante commença à se répandre dans le monde entier. L'opinion des Américains, au départ emballée par le projet, se retourna et le gouvernement des États-Unis, prenant conscience du danger, décida d'interpeller Impey Barbicane et les membres du Gun Club. Mais ceux-ci avaient disparu pour une destination inconnue. Seul J.T. Maston, qui était resté chez lui à Baltimore, peut être arrêté manu militari. Mais il refuse de parler et de révéler les détails de l'opération. Son carnet de calcul, longuement étudié par une commission d'experts, révèle la monstruosité technique de l'expérience, sans indiquer toutefois l'emplacement du canon. Sans dessus-dessous est le roman de Jules Verne où la rigueur scientifique est la plus importante. Faire basculer l'axe de rotation de la Terre n'est effectivement pas une mince affaire. Et le romancier, pour concevoir cette nouvelle œuvre, a fait appel à un ingénieur polytechnicien du nom d'Albert Badoureau, représenté dans ce roman sous les traits du personnage d'Alcide Pierre II. Ce fidèle lecteur des voyages extraordinaires réalisera pour Jules Verne un important dossier sous le titre « Le Titan moderne » où il décrit et calcule la puissance et l'angle de tir du canon capable de faire basculer le monde. Et c'est à partir de ce travail scientifique que l'auteur des voyages extraordinaires imaginera son aventure. Comment se termine cette histoire ? Une chose est certaine, le tir de ce monstrueux canon sera bien effectué. Mais y aura-t-il l'effet escompté par J.T. Maston ? Le monde pourra-t-il survivre à cette expérience des artilleurs du Gun Club ? Je ne puis toutefois m'empêcher de vous révéler qu'une malheureuse communication téléphonique entre Mrs. Evangelina Scorbit et J.T. Maston aura eu des conséquences inattendues sur l'issue de ce projet hallucinant.